Ces lois financières vieilles de 300 ans décident encore de qui devient riche. Allons droit au but. L'argent a des règles, pas celles écrites dans la constitution de ton pays, ni celles enseignées à l'école, mais des règles qui ont silencieusement façonné la richesse depuis plus de 300 ans. Ces règles déterminent qui s'élève et qui reste coincé, et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Voici une question. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi la richesse semble toujours suivre la même direction? Les riches restent riches, les pauvres luttent, les familles de la classe moyenne travaillent plus dur mais perdent du terrain. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une conspiration, c'est la loi, les lois invisibles de l'argent qui existent depuis le début des années 1700. Avant de continuer, prends une seconde et abonne-toi. Dis-moi d'où tu regardes et quelle heure il est. Je veux voir jusqu'où ces lois de l'argent ont touché tous les fuseaux horaires, pays et générations. Maintenant, passons à la première règle. Elle est connue sous le nom de loi de Gresham. En termes simples, elle dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il y a 3 siècles, lorsque les pièces étaient faites d'or et d'argent, les dirigeants ont commencé à mélanger des métaux moins chers pour étirer leurs réserves. Les gens l'ont remarqué. Ils ont commencé à thésauriser les pièces pures et à dépenser seulement les falsifiées. Au fil du temps, l'argent réel a disparu. L'argent de mauvaise qualité est resté en circulation. Cette même loi s'applique encore aujourd'hui. Seulement maintenant, les métaux ont été remplacés par le crédit, la dette et la confiance. Pense-y comme ceci. Lorsque les banques centrales inondent le système d'argent bon marché, lorsque les taux d'intérêt sont bas et que la dette est facile, cet argent de mauvaise qualité, gonflé, emprunté et dévalué, chasse le bon argent, l'épargne, la patience et la discipline. Les gens arrêtent d'épargner et commencent à spéculer. Ils courent après les rendements au détriment de la stabilité. Et qui en profite? Ceux qui sont les plus proches de l'imprimeur de billets, les banques, les entreprises et les fonds qui reçoivent la première vague de nouveaux dollars. Au moment où cet argent te parvient, via des prix plus élevés, des prêts ou des salaires, sa valeur a déjà été diluée. La loi de Gresham n'est pas qu'une histoire, c'est ton salaire qui perd du pouvoir chaque année. Voici la règle suivante. Elle vient d'un économiste du XVIIIe siècle nommé Richard Cantillon. Son intuition était simple, mais dévastatrice. L'argent n'est jamais neutre. Lorsque de nouveaux fonds entrent dans une économie, ils n'affectent pas tout le monde uniformément. Ils circulent de manière inégale, enrichissant certains et érodant les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Cantillon. Imagine de l'eau se déversant dans un champ. Les zones les plus proches de la source sont trempées en premier. Plus loin, le sol reste sec. Dans le monde d'aujourd'hui, la source est le système financier. Lorsque les banques centrales impriment de l'argent ou que les gouvernements dépensent massivement, les premiers bénéficiaires, investisseurs, entreprises, détenteurs d'actifs, s'enrichissent rapidement. Les marchés boursiers montent, les prix de l'immobilier flambent et les bonus des dirigeants augmentent. Mais pour les travailleurs et les épargnants, les prix grimpent avant que les salaires ne rattrapent. Tu ressens les effets de l'inflation bien avant de bénéficier de la stimulation. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des données. Après 2008, la Réserve fédérale a ajouté des milliers de milliards à son bilan. Les actions ont triplé. La richesse du 1% le plus riche a bondi. Mais le revenu médian des ménages est resté stagnant pendant des années. Le logement est plus cher que jamais. C'est l'effet Cantillon en temps réel. Une loi écrite il y a 3 siècles qui traverse aujourd'hui chaque mesure de relance, de sauvetage et d'achat d'obligations. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces vieilles lois n'expliquent pas seulement le passé, elles prédisent l'avenir. Chaque fois que les gouvernements tentent de réparer l'économie avec du crédit bon marché, ils renforcent ces schémas. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Les premiers bénéficiaires s'enrichissent, les derniers dans la file paient la facture. Tu penses peut-être que ces lois sont injustes, et tu as raison. Mais elles ne sont pas malveillantes, elles sont structurelles. De la même manière que la gravité attire les objets vers le bas, l'argent circule de manière prévisible.
Une fois que tu comprends ces flux, tu peux arrêter de les combattre et commencer à te positionner différemment. Arrêtons-nous ici une seconde. Tu as probablement remarqué quelque chose. Chaque crise semble récompenser les mêmes personnes. Chaque reprise pousse les prix des actifs plus haut. Chaque solution crée une bulle plus grande. Ce n'est pas un bug, c'est la façon dont le système a été conçu il y a des siècles. Lorsque les premiers économistes ont étudié les premiers marchés mondiaux et ont réalisé que l'argent se comporte comme de l'énergie, il se déplace là où il est le mieux traité. Mais il y avait une autre loi, plus ancienne que Gresham et Cantillon, et en substance, celle qui maintient les inégalités en place. On l'appelle souvent le principe de Pareto, simplifié comme la règle 80/20. Dans tout système, 80% des résultats proviennent de 20% des participants. Appliqué à la richesse, cela signifie que 20% des gens contrôlent 80% des ressources. Et si on ne les contrôle pas, ce déséquilibre augmente. 10%, 5%, voire 1%. Tu le vois partout. En 1896, l'économiste italien Vilfredo Pareto a remarqué que 80% des terres italiennes appartenaient à 20% de ses citoyens. Aujourd'hui, le même schéma apparaît dans la richesse mondiale, les profits des entreprises, et même l'attention. Une petite minorité domine la plupart des résultats. Cette loi est en vigueur depuis des siècles, car il ne s'agit pas de politique mais de comportement. Sur les marchés, ceux qui comprennent l'argent le multiplient. Ceux qui ne le comprennent pas le perdent lentement à cause de l'inflation, des impôts et du mauvais timing. Le système ne récompense pas l'effort, il récompense la compréhension. Et la plupart des gens n'étudient pas les règles. Relions les points. La loi de Gresham explique pourquoi les devises se décomposent. La loi de Cantillon explique pourquoi l'argent neuf favorise le sommet. La loi de Pareto explique pourquoi les inégalités s'élargissent. Ensemble, elles forment le fondement invisible de la finance moderne. Une structure si ancienne et efficace que même les révolutions, les guerres et les crises ne l'ont pas effacée. Pourtant, voici le paradoxe. Les mêmes lois qui creusent l'écart peuvent t'aider à y échapper. Une fois que tu sais comment elles fonctionnent, tu peux bouger différemment. Tu peux détenir des actifs qui résistent à la dévaluation. Tu peux te positionner plus près de la source de nouveaux fonds via des investissements, des entreprises ou la propriété, au lieu d'être le dernier destinataire dans la file. Avant de passer à la section suivante, réfléchis à ceci. Chaque crise financière que tu as vue dans ta vie, de 2008 à 2020, est une rediffusion de ces lois anciennes. L'argent se développe, la qualité diminue, les premiers récepteurs gagnent, les derniers perdent, les ratios changent, mais le rythme reste le même. Dans la section suivante, nous explorerons comment ces règles vieilles de 300 ans ont évolué vers la politique moderne et pourquoi même les banques centrales ne peuvent y échapper. Car une fois que tu comprends comment les lois de l'argent se transforment en lois du pouvoir, tu verras la richesse différemment. Dès le 19e siècle, ces lois de l'argent ont commencé à façonner les nations. Les révolutions industrielles, les réseaux commerciaux, les systèmes coloniaux, tous fonctionnaient selon les mêmes mathématiques silencieuses. Ceux qui contrôlaient la masse monétaire contrôlaient les résultats. Ceux qui recevaient l'argent neuf construisaient les premiers empires. Ceux qui le recevaient en dernier payaient pour eux. Les banques centrales ont transformé ces idées anciennes en politique officielle. La Grande-Bretagne fut la première à systématiser le processus. La Banque d'Angleterre, fondée en 1694, commença à émettre des billets de papier garantis par l'or. Elle prêtait à la couronne, percevait des intérêts et augmentait la masse monétaire par le crédit. La loi de Gresham entra immédiatement en action. Chaque fois que le papier remplaçait le métal, la valeur réelle quittait le système. Mais la couronne et les financiers gagnaient en influence. Ils pouvaient financer guerres et colonies sans attendre les recettes fiscales. Ce modèle se propagea. La France suivit, puis les Pays-Bas, puis les États-Unis. Au XXe siècle, l'effet Cantillon n'était plus un effet secondaire, il était une stratégie.
Les banques centrales gérèrent la demande, stimulèrent les économies et financèrent les gouvernements par le crédit. Ceux les plus proches de la création monétaire, banques, fonds, entreprises, prospérèrent. Les épargnants et salariés absorbèrent l'inflation. Cette structure définit désormais la finance mondiale. Chaque émission d'obligations, chaque plan de sauvetage, chaque programme d'assouplissement quantitatif répète le même scénario. Les premiers récepteurs prospèrent, les autres s'adaptent. La loi de Gresham opère quand l'excès de crédit chasse le capital productif. La loi de Pareto assure la concentration. Tu observes ce phénomène quand les bulles d'actifs se forment, quand le logement devient inabordable, quand les jeunes peinent à constituer un patrimoine. Ces cas ne sont pas des problèmes isolés, mais les conséquences de lois immuables. Pour comprendre leur interaction, observons 1971. Cette année-là, les États-Unis abandonnèrent l'étalon or. L'argent devint du pur crédit. Dès lors, dette et dollars ne firent qu'un, leur offre s'élargissant conjointement. La loi de Gresham avait prédit cette évolution. Quand l'argent de qualité disparut, le système se remplit de quantité. L'inflation grimpa, l'épargne perdit son pouvoir, l'investissement devint spéculatif. L'effet Cantillon rendit l'écart visible. Ceux proches de la source, banques, gestionnaires d'actifs, entreprises, multiplièrent leurs richesses par l'effet de levier. Les gens ordinaires virent les prix monter plus vite que leurs revenus. Le ratio Pareto se durcit. Le sommet gagna des parts, tandis que la base perdit. Tu vis dans cette structure aujourd'hui. Chaque réponse politique depuis 1971 suit le même modèle. En 2008, les marchés du crédit gelèrent. Les banques centrales imprimèrent des milliers de milliards. Les prix des actifs rebondirent. Les travailleurs attendirent des années avant de voir leur salaire croître. En 2020, les chèques de relance arrivèrent alors que les marchés étaient déjà en hausse. Quand les ménages dépensèrent cet argent, l'inflation en avait déjà réduit la valeur. Comprendre ces schémas n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. Quand tu vois un titre sur les taux d'intérêt, les déficits ou l'assouplissement quantitatif, tu vois des lois anciennes en mouvement. Les noms changent, les mathématiques restent. Alors, comment utiliser ces connaissances? Commence par penser comme les premiers récepteurs. L'argent est un courant, il se déplace plus vite près de la source. Tu as besoin d'actifs qui flottent dans ce courant. Entreprises, actions, propriétés productives. Les salaires seuls accusent un retard, car ils s'ajustent après les prix. Le système récompense la propriété, pas le travail. C'est pourquoi les écarts de richesse se creusent même en période faste. Chaque cycle d'expansion pousse davantage de crédit vers les actifs financiers. Les propriétaires de ces actifs en bénéficient doublement. D'abord par la hausse des prix, ensuite par l'accès à des emprunts bon marché. Les travailleurs reçoivent les retombées plus tard, sous forme d'inflation et de dette. Prenons un exemple concret. Supposons que la Réserve fédérale baisse ses taux et lance des achats d'actifs. Les entreprises empruntent pour racheter leurs actions à moindre coût. Les investisseurs voient les prix monter. Les dirigeants empochent des bonus. Maintenant, imagine un ménage ordinaire. Leurs économies rapportent moins d'intérêts. Les coûts du logement augmentent. Pour suivre, ils contractent des prêts. Voilà l'effet Cantillon en action. Non pas la théorie, mais des résultats politiques mesurés en millions de vies. Tu peux suivre cet effet dans les données. Entre 1989 et 2023, la part de richesse du 1% supérieur américain est passée de 23% à plus de 32%. Les 50% les plus pauvres ont peu gagné. Chaque récession a accéléré ce changement. Les lois restent constantes. Le modèle Pareto apparaît aussi sur les marchés. Une poignée d'entreprises génère la majorité des rendements. Quelques fonds contrôlent la plupart des actifs. Un petit nombre d'investisseurs domine le volume. Dans chaque catégorie, la concentration augmente, car les boucles de rétroaction favorisent l'échelle. Une fois qu'un groupe obtient un accès anticipé au capital, il se renforce par les rendements composés. Ces dynamiques ne se limitent pas aux États-Unis. Regarde le Japon. Des décennies de taux bas et d'achat d'actifs ont enrichi les sociétés et les détenteurs à long terme.
Regarde l'Europe. Les unions monétaires ont transféré la richesse vers les économies centrales. Regarde les marchés émergents. La force du dollar déplace les capitaux, souvent contre les intérêts locaux. Ces règles fonctionnent à l'échelle mondiale, car elles sont mathématiques, pas nationales. Considère maintenant ce qui se passe quand la confiance décline. La loi de Gresham avertit que quand les gens suspectent la dévaluation, ils thésaurisent la qualité. Aujourd'hui, la qualité signifie les biens rares, terres, matières premières, capitaux productifs, parfois des réserves de valeur numérique. Chaque ruée vers des alternatives reproduit le comportement des marchands anciens face aux pièces dévaluées. Ils se retirent de la mauvaise monnaie et détiennent ce qui ne peut être imprimé. Pour les décideurs politiques, cela crée un piège. Pour soutenir la croissance, ils ont besoin d'expansion monétaire. Mais chaque expansion diminue la qualité de la monnaie, déclenchant une fuite vers les valeurs refuges. Pour restaurer la confiance, ils doivent contracter la masse monétaire. Mais la contraction ralentit la croissance. Le cycle s'accélère jusqu'à ce que la confiance devienne la seule encre. C'est là que la finance moderne est vulnérable, soutenue par la foi en des lois écrites il y a des siècles. Ta réponse à ces lois détermine ton destin financier. Si tu comptes sur les salaires et l'épargne, tu es le dernier bénéficiaire. Tu subis l'inflation en premier et profites de la croissance en dernier. Si tu possèdes des actifs productifs, tu es plus proche de la source. Tu captes le flux précoce. Cette différence s'aggrave avec les décennies et définit la mobilité sociale. Cette connaissance explique aussi les tensions politiques. Quand la majorité sent que la croissance profite d'abord aux autres, elle résiste au système. Quand la confiance s'érode, le populisme monte. Quand les politiques favorisent les détenteurs d'actifs, la dette s'étend pour apaiser tout le monde. Chaque réponse crée de nouvelles couches de crédit sur les anciennes, renforçant le cycle. Le résultat est prévisible. La valeur monétaire s'érode lentement. Les ratios d'endettement augmentent, les marchés dépendent des mesures de relance. Pourtant, la structure persiste parce que personne ne peut se permettre de l'arrêter. Chaque acteur se comporte rationnellement à l'intérieur du système. Les gouvernements empruntent parce que les électeurs exigent des dépenses, les banques prêtent parce que les taux sont bas, les investisseurs courent après le rendement parce que l'argent perd de la valeur, les travailleurs empruntent pour vivre parce que les salaires retardent. Le système se dégrade malgré cette rationalité individuelle. Tu n'es pas impuissant face à cela, mais tu dois cesser de penser de façon linéaire. Ce ne sont pas des événements, ce sont des fonctions. Une fois que tu les vois comme des lois, tu peux planifier dans leurs limites. La dernière section montrera ce qui vient ensuite. Comment ces mêmes principes vieux de 300 ans pourraient façonner les monnaies numériques, la dollarisation et la distribution future de la richesse. Le monde fonctionne désormais sur du code, pas sur des pièces. Mais les mêmes lois monétaires décident des résultats. Tu peux changer les plateformes, mais tu ne peux pas modifier la gravité. La loi de Gresham, l'effet Cantillon et la loi de Pareto décrivent toujours comment la valeur se déplace, qui gagne en premier et comment la richesse se concentre. Prenons les monnaies numériques. Les banques centrales construisent des CBDC. Elles parlent de modernisation, mais en pratique, cela étend leur contrôle. Quand l'argent devient programmable, son émission et son accès peuvent être ciblés. Les premiers récepteurs recevront toujours la première exposition. En cas d'urgence, le stimulus peut aller directement, mais la logique ne change pas. Ceux les plus proches de l'origine de la nouvelle monnaie restent en tête, les autres s'adaptent après. Les jetons privés suivent le même schéma. Chaque boom commence avec les initiés détenant de grosses allocations. Quand l'adoption se répand, les nouveaux entrants pètent des prix plus élevés. Quand la liquidité augmente, la valeur monte vers le sommet. La loi de Gresham réapparaît. Quand les projets médiocres inondent le marché, les bons jetons disparaissent dans les portefeuilles. Les mauvais circulent. La qualité sort de la circulation parce que la confiance se brise. Les débats sur la dollarisation montrent une autre loi à l'œuvre. Les nations détenant des réserves en dollars connaissent le modèle. Les avantages de l'émetteur sont prioritaires.
Chaque nouveau dollar entrant dans le commerce mondial renforce l'accès des États-Unis aux biens et au crédit. Les détenteurs étrangers obtiennent des droits ultérieurs. Avec le temps, ce déséquilibre entraîne la diversification. Ils recherchent de l'or, des matières premières ou des monnaies alternatives. La loi se répète, la mauvaise monnaie chasse la bonne jusqu'à ce que la crédibilité se réinitialise. L'inflation n'est plus un problème local. C'est une fonction mondiale de la croissance du crédit. De 2000 à 2023, la dette mondiale totale a quadruplé. Chaque stimulus, chaque déficit, chaque sauvetage a ajouté à la pile. La dette est devenue l'actif. Sans elle, aucun marché ne s'équilibre. Les banques centrales détiennent désormais des milliers de milliards d'obligations souveraines. Cela les rend à la fois acheteurs et régulateurs. Elles stabilisent les marchés en les possédant. C'est la forme la plus pure de l'effet Cantillon. L'État émet de la dette, la banque centrale l'achète. Les banques commerciales l'utilisent comme garantie. Les prix des actifs montent, les salaires suivent. Ça a l'air moderne, c'est ancien. Ce qui vient ensuite dépend de la durée pendant laquelle la confiance tient. Le système ne peut pas rembourser la dette sans briser les valeurs des garanties. Il ne peut pas s'étendre indéfiniment sans éroder le pouvoir d'achat. Chaque mouvement est rationnel selon le principe de Gresham. Les gens échangent toujours ce qui perd de la valeur contre ce qui la retient. Si tu veux naviguer dans le prochain cycle, étudie la proximité. Tu ne peux pas arrêter la création de crédit, mais tu peux t'en rapprocher. Choisis des actifs solides qui bénéficient de la liquidité anticipée. Évite ceux dont le prix ne repose que sur l'espoir. Diversifie les formes d'argent. Suis les changements de politique, pas les promesses. L'histoire montre que ces transitions se répètent. Au XVIIe siècle, la monnaie dégradée a ruiné l'Empire espagnol. Au XVIIIe siècle, les expériences sur papier ont financé la marine britannique. Au XXe siècle, la monnaie fiduciaire a financé les guerres et la protection sociale. Au XXIe siècle, le crédit numérique finance tout. La surface change, le mécanisme de base perdure. Tu vis dans un système où la valeur est attribuée, non découverte. Quand de nouveaux fonds entrent, ils réécrivent les prix. Ils récompensent les débiteurs sur les épargnants, les propriétaires sur les salariés. Tu ne peux pas souhaiter que cela disparaisse. Tu ne peux que te positionner à l'intérieur. Regarde dans 20 ans. Si l'inflation moyenne 2%, la moitié des économies actuelles perdront de la valeur. Si l'inflation des actifs dépasse les salaires, les écarts de propriété vont s'élargir. Le ratio de Pareto tiendra, une minorité contrôlera la majorité. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'arithmétique. Les gouvernements répondront avec la redistribution, impôt sur la fortune, suivi numérique, crédits universels. Chaque correctif ajoute de la complexité. Chaque politique a besoin de financement. Plus de financement signifie plus de dette. Le cercle continue. Mais la conscience compte. Quand tu comprends les lois, tu cesses de courir après le bruit. Tu vois le stimulus comme un timing, non comme un salut. Tu mesures la politique par les flux, non par les intentions. Tu construis des habitudes qui s'alignent sur la structure. Investir tôt, détenir des actifs rares, minimiser les passifs. C'est la leçon enfouie dans 3 siècles de finances. La prospérité découle de la connaissance des causes et des effets. Gresham a mis en garde contre la qualité. Cantillon a cartographié la séquence. Pareto a décrit la concentration. Ensemble, ils expliquent pourquoi certains montent tandis que d'autres stagnent. L'argent est de l'information. Le pouvoir vient de la lecture correcte. La plupart des gens étudient les carrières, pas les systèmes. Ils échangent du temps contre des devises sans demander qui les délivre, quand et à quel prix. Une fois que tu commences à poser des questions, des modèles apparaissent. On cesse de réagir, on commence à planifier. Le monde entre dans une nouvelle expérience monétaire. Les taux augmentent, la dette augmente, la confiance s'ébranle.
les mêmes lois décideront des résultats à nouveau. Ceux qui les apprennent s'adapteront en premier. Ceux qui les ignorent le remarqueront trop tard. Tu n'es pas exclu de l'histoire. Tu es déjà dedans. Chaque paiement, chaque prêt, chaque investissement alimente le mécanisme. La question est de savoir si tu comprends ta position à l'intérieur. En quittant cette vidéo, pense à la proximité. Où te situes-tu dans le flux? Comment te rapprocher de la source? Quels actifs conservent de la valeur quand la qualité quitte le système? Ce sont les questions qui séparent les observateurs des participants. Merci d'avoir regardé. Si tu as appris quelque chose de nouveau, partage d'où tu te connectes et à quelle heure tu regardes. Ta perspective enrichit la carte. Reste vigilant, reste informé. Les lois de l'argent ne changent jamais. Seuls les joueurs changent.